Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler médias, pour parler audience. On va débriefer les audiences de la semaine passée, de la semaine du 2 au 8 novembre. On aura pas mal de choses à dire, entendu, avec les tops et flops. On fera également un bilan du baromètre Access, bilan global également des différentes chaînes pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Essayer à chaque fois d'expliquer pourquoi il me semble que ça a pu ne pas marcher ou fonctionner. Normalement, je le fais en fin de vidéo, mais là, on va tenter une nouvelle version en début de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important, en mettant la petite cloche pour savoir, pour vous tenir au courant des dernières vidéos. Bien entendu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas non plus à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à m'indiquer ce que vous avez regardé comme programme, ça m'intéresse toujours. Si les chiffres là sont assez représentatifs d'un certain type de population qui va sur YouTube. Donc c'est toujours très intéressant pour moi de voir ce que vous avez regardé et votre avis sur la télé de la semaine passée. Hein. Entendu, pas des jours à venir. Ça m'intéresse moins, ça sera pour la vidéo de la semaine prochaine. Donc débrief, audience du 2 au 9 novembre, on commence par les tops. Et par les tops, ça commence déjà par lundi avec France 2, De Gaulle, l'éclat et le secret 4 millions. 765 000 téléspectateurs, 18,4% de part de marché. L'éclat et le secret qui est une mini-série, un feuilleton, je sais pas trop comment on doit le dire, sur De Gaulle, sur les petits secrets, les coulisses un petit peu du pouvoir avec le général de Gaulle. Je suis assez surpris par ce score, je vais pas vous mentir, parce que De Gaulle, on en bouffe quand même assez régulièrement. Il y avait eu l'excellent téléfilm avec Bernard Farcy, le capitaine dans Taxi, hein, pour ceux qui ne savent pas qui est Bernard Farcy, qui avait très bien joué De Gaulle. Alors, ça doit remonter maintenant à une dizaine d'années déjà, hein, quand même, ce feuilleton, pardon, c'était en 2 épisodes, je sais plus. Avec Bernard Farcy, il y a eu quand même le film avec Lambert Wilson, qui a pas non plus fait un carton. En même temps, au cinéma, en ce moment, faire un carton, c'est compliqué, vu que la moitié des cinémas sont fermés. Enfin là, en ce moment, ils sont fermés en cas de confinement, vu que c'est le confinement, mais déjà, ils n'étaient pas vraiment très ouverts avant. Et il n'y avait pas vraiment d'émulation au niveau des sorties, donc c'est très compliqué quand il y a un seul bon film qui sort. Enfin, bon film qui peut être intéressant, c'est un petit peu compliqué. Puis moi, j'avais un petit peu du mal. Lambert Wilson, De Gaulle, j'avais un problème. Un petit peu. Les biopics, ça marche quand c'est un acteur qui n'est pas très connu. Dès que l'acteur a un petit peu de renommée, je trouve que ça casse un petit peu l'effet biopic. Les meilleurs biopics, c'est des acteurs qui ont pas vraiment débuté leur carrière, mais qui avaient leur premier gros rôle au cinéma. Quand le biopic sur Ray Charles, par exemple, Freddie Mercury, je l'ai pas vu, donc je peux pas vous dire. De toute façon, je suis pas un grand fan de Queen. Celui-là sur Ray Charles, il était très très bien fait, mais c'était des acteurs qui étaient à leur tout début. Donc c'est pour ça que De Gaulle, là je suis assez surpris quand même, parce qu'il y en a eu, pour revenir à nos moutons, il y en a quand même pas eu pas mal, des gros documentaires, des documentaires, plein de choses sur De Gaulle, donc réussir à faire quelque chose d'inédit, il semblerait qu'il l'ait réussi du côté de France 2, je l'ai pas vu, hein, donc je peux pas vous dire, j'ai vu que des bandes annonces qui sont passées à la télévision, mais je suis quand même assez surpris par ce score, en sachant qu'il y avait quand même de la concurrence lundi, parce que on avait Ryan Bensetti, c'était un truc à Monaco, je sais plus quel était le titre, il fait partie de leur collection de téléfilms à l'eau de rose de chez TF1, qui pourrait excellemment bien passer également sur M6 en après-midi, en semaine, donc ça m'étonne pas que ça ait fait un peu moins de score, mais il y avait quand même L'amour est dans le pré. L'amour est dans le pré cette année, ça fait des scores intéressants, mais c'est beaucoup moins fort que quand c'est diffusé l'été et que les années précédentes. Alors je sais pas si c'est la nouvelle narration qui a été lancée cette année, hein. Après je regarde pas, je me fie vraiment à ce qui avait été annoncé, hein, par la production. Mais ça marche pas des masses en ce moment, il faut le dire très clairement. L'amour est dans le pré, ça marche bien, c'est correct, mais c'est pas beaucoup plus, donc assez surpris quand même. Mardi, on continue avec France 3, Capitaine Marlowe, une rediffusion, mais ça reste Capitaine Marlowe. C'était l'épisode avec Isabelle Adjani.
qui a fait 5 948 000 téléspectateurs, 23,7% de part de marché. C'était la dernière diffusion en 2020 de Capitaine Marlowe, ça reviendra l'année prochaine. Encore une très très bonne saison de Capitaine Marlowe, parce que ça fait 7,5 millions sur France 3, vous dites quand même. Moi je suis pas un grand fan, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur la chaîne de Capitaine Marlowe, surtout j'ai eu beaucoup de mal avec Corinne Massiero, qui pour moi des fois de temps en temps devrait un petit peu fermer sa gueule. Après moi je fais partie des gens, quand ils aiment pas les personnes, ont un petit peu du mal après à regarder les programmes, même si les programmes sont bien. Donc, je fais partie de ces gens-là, mais ça reste du programme français, de la réalisation. J'ai oublié son nom, celle qui est réalisatrice, mais qui a fait beaucoup de choses à la télévision française, mais là j'ai totalement oublié son nom. Vous avez qu'à le mettre dans les commentaires, ça me reviendra peut-être d'ici la fin de la vidéo, mais je pense pas. Donc 23,7% de part de marché, plutôt un très gros score. Après mardi, il n'y avait pas énormément de concurrence non plus. Il y avait quand même le final de Good Doctor, mais encore une fois, les séries américaines, TF1, c'est plus vraiment l'histoire d'amour. Et puis Good Doctor, j'ai regardé quelques épisodes cette année. Je suis pas attentivement cette série, mais j'ai un peu du mal avec la saison 3. J'ai un peu du mal, souvent avec ces nouvelles séries médicales. Moi j'ai été bercé avec Dr House, avec les premières saisons de Grey's Anatomy aussi, un petit peu après quand même, mais avec Dr House, avec les rediffusions d'urgence, New York 911 par exemple, donc qui n'était pas une série médicale, mais qui avait une portion médicale quand même dans New York 911. J'ai beaucoup plus de mal en ce moment avec The Resident, Good Doctor. Je trouve que les personnages sont très très lisses, très très chiants, c'est très très niais en fait. Et je me fais chier. Alors c'est moins pire que The Resident, mais quand même je suis pas un très très grand fan. Mais donc Capitaine Marlowe, voilà, même en rediff ça fonctionne. Après, est-ce qu'on n'a pas atteint le point le plus haut pour Capitaine Marlowe? C'est la question qu'on se posait déjà l'année dernière. Donc c'est pas encore atteint, il semblerait. Est-ce que ça sera atteint l'année prochaine? Et bon, on le saura l'année prochaine. N'hésitez pas à suivre les vidéos encore. Je pense qu'on fera encore pas mal de vidéos là-dessus. Vendredi, M6, NCIS. Il y a deux programmes sur vendredi. NCIS, 3 311 000 téléspectateurs, 12,5% de part de marché. J'ai oublié de signaler, pour De Gaulle, c'est que c'était pas simple. Il y avait 3 épisodes inédits. Et le 3e épisode, on voit que c'est quand même une période de confinement, les gens dorment plus tard, a également très très bien marché. Ce qui n'était pas si évident que ça, parce qu'il fait 22% de part de marché le dernier épisode de la soirée. En même temps, il y avait moins de concurrence encore à cette heure-là. Je reviens donc à vendredi, M6 NCIS. C'était le retour d'NCIS, des inédits, saison importante, avec le retour de Ziva. Je vous spoil un petit peu. Mais je vous dis pas ce qu'elle va faire dans les épisodes. J'ai vu quelques bandes annonces américaines, c'est pour ça que je peux vous le dire. NCIS, ça marche mieux que les autres séries d'M6, parce que 12,5 c'est pas mal. Ça marche mieux que Bull, qui était un peu plus bas au niveau des audiences, qui était aux alentours de 10%. Surtout en fin de saison. Du côté d'NCIS, ils arrivent toujours à se renouveler, c'est quand même très très fort, 17 saisons, ils arrivent quand même à se renouveler. Il y a une ambiance quand même qui est particulière dans NCIS, il y a tout un univers particulier, et malgré le fait qu'il y a des grands personnages qui soient partis, ils ont réussi à renouveler la série, ce qui est très complexe. On voit Grey's Anatomy par exemple, ils sont en plein dans ce problème-là, c'est-à-dire qu'ils perdent énormément de personnages principaux, ils n'arrivent pas à renouveler la série. Eux, ils ont réussi à renouveler la série, malgré le fait que le rythme soit assez similaire. Vous prenez des NCIS d'il y a 15 ans, à NCIS d'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup plus de scènes d'action, il n'y a pas beaucoup plus de choses différentes. Ils ont gardé à peu près le même rythme sur leurs épisodes, mais ça marche encore. Et ça reste un programme, je trouve, de qualité. Ça reste de meilleure qualité que beaucoup de séries américaines, je trouve. Même si ça reste de la série américaine mainstream, je trouve que c'est de bonne qualité. Puis je finis avec vendredi, TF1, Koh-Lanta, 5 608 000 téléspectateurs. 24,2% de part de marché, en légère baisse par rapport à la semaine précédente. La semaine précédente, il y avait tellement rien que tout le monde s'était réfugié sur Koh-Lanta. Par contre, en nombre de téléspectateurs, ça reste stable. Je trouve ça intéressant parce que Koh-Lanta, souvent, on avait des petites baisses ces dernières années. Là, ils arrivent quand même à garder les téléspectateurs. Les téléspectateurs sont surtout
Enfin, moi, je regarde toujours Twitter également en même temps, en parallèle de Koh-Lanta, parce que je sais que le vendredi, c'est un programme qui fait réagir. Et sur Twitter, les réactions, les gens sont toujours dans l'histoire. Et sont toujours impliqués dans l'histoire. Et ça, c'est toujours très important. C'est-à-dire que, en plus d'avoir réussi à conserver les téléspectateurs, je sais que dans les 2-3 semaines à venir, ils seront toujours là, ils seront là jusqu'à la finale. Ça, donc, c'est très intéressant. Je vous fais cadeau des chiffres, bien entendu, toujours intéressant. 54% sur les enfants, ce qui me surprendra toujours que des parents laissent regarder leurs enfants Koh-Lanta, parce que je trouve que c'est quand même pas un programme très intéressant pour les enfants. Enfin, ça, c'est pas la meilleure image du fair play, hein, de la bonne ambiance en collectivité qu'on nous montre avec Koh-Lanta. 46 sur les 15-35, donc c'est très important pour les publicitaires, 46% sur les 15-34, pardon, je vais réussir à faire une phrase en français, pour les pubs de type iPhone, de type iPad, de type informatique, de type nouveaux écouteurs, de type montre connectée, de type application, de type NordVPN, voilà, bah forcément le public cible c'est les 15-34 et puis 38% sur la ménagère, donc sur des produits de grande consommation par exemple, enfin ménagère, responsable des achats, femme de moins de 50 ans, je rappelle qu'on a les trois noms sur Médiamétrie, donc 38%, c'est également un très très bon score. Du côté des flops, toute la semaine, M6, 10h à 11h30, alors, ça peut vous arriver, c'est très difficile de vous dire l'audience, mais pourquoi je l'ai mis en flop? Ça commence à 10h, de 10h à 11h30, c'est en simultané sur RTL. À partir de 11h30 jusqu'à 12h35, c'est que sur M6, en sachant que la différence entre les deux programmes, on résout toujours des cas compliqués. La différence, c'est qu'il y a un journaliste qui est sur place avec un vieux téléphone portable et qui essaie de filmer en mode portrait sur un iPhone. On aurait pu s'en passer. Entre 3,8% et 6% de part de marché, pour moi, on est véritablement dans tout le problème d'une émission radio qu'on transpose à la télévision. C'est le cas de la matinale de W9, RTL2, qui je trouve, c'est compliqué parce que là, je pense qu'en termes de son, sur RTL, des fois ça doit faire mal. Parce que les micros, c'est des micros de télé, donc c'est pas terrible. Là en plus, ils sont sur deux plateaux différents. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté le plateau de RTL, parce qu'il y a le Covid, de l'autre côté il y a un plateau de M6, ce qui fait que les interactions sont quand même un petit peu compliquées pour régler les cas. Et puis, ça reste une émission de radio, donc c'est pas très visuel quand même. Et puis, moi, je peux vous dire, j'ai regardé le numéro de vendredi. Alors Julien Courbet, il en fait quand même des caisses. Alors au départ, c'est marrant. Au bout de 2 heures, parce que j'ai mis ça à partir de 10h15, 10h20, et je faisais autre chose à côté, ça devient très 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 chiant. Mais vraiment, l'animation un petit peu animation de foire à la saucisse. Bon, ça va 5 minutes quoi. Pourquoi je le mets en flop? Parce que vous allez me dire, il n'y a pas trop de comparaison, 3,8 à 6%, c'est que ça fait pas beaucoup mieux en fait que Desperate Housewives, que les multiples rediffusions de Desperate Housewives sur M6, qui avaient été au moins rediffusées 4 ou 5 fois d'affilée. Donc ça fait vraiment pas beaucoup mieux, et pour une émission qui coûte un petit peu d'argent quand même, alors même si on va dire c'est mutualisé avec RTL, mais ça coûte plus cher que simplement l'émission sur RTL, et je trouve ça un petit peu dommageable, et ça concurrence absolument pas la quotidienne qui a fait des records en ce moment sur France 5, et c'était ce que je craignais, c'est-à-dire que M6 a à peu près une émission de consommation, c'est pas similaire à la quotidienne, mais il y a quand même des points qui sont similaires, et les gens ne sont pas passés de la quotidienne à M6, même pour regarder les premiers numéros. Donc ça risque d'être un peu compliqué pour Julien Courbet, même dans les semaines à venir. Mardi, France 2, USA 2020, l'élection qui va changer le monde. 1 510 000 téléspectateurs, 6,7% de part de marché, 5,2% sur les femmes de moins de 50 ans, 4e au niveau des audiences. J'ai pas compris du tout pourquoi ils ont programmé ça ce jour-là. Alors, ce jour-là, il y avait les élections américaines, mais en fait, faire un documentaire sur les élections américaines un mardi soir, alors que tu sais que les résultats ne seront pas... les résultats au niveau de l'élection américaine, c'est vers 2h30 du mat, 3h du matin en France. Donc pourquoi faire toute une soirée qui commence à 21h? Ta soirée, tu la faisais commencer à minuit.
Et eux, ils ont fait toute une soirée complète, donc ce qui fait que au bout d'un moment, t'as plus grand chose à dire. Alors là, c'était donc, j'ai l'impression, un documentaire, mais bon, on avait déjà vu beaucoup d'éléments sur la fracture entre les campagnes, les villes, au niveau Trump-Biden, la fracture entre les pauvres, les riches, toutes ces fractures-là, on les connaissait. Donc, se retaper 2 heures encore de fracture sociale des États-Unis, c'est lourd. Pour moi, c'est une erreur de programmation. C'était prévisible que ça fasse un four. Parce que les élections américaines, ça se passe dans la nuit. Faire un documentaire le lendemain, ça peut avoir un intérêt, mais commencer une soirée électorale à 20h, parce que ça commençait au moment du journal, ça a continué derrière avec un documentaire. T'as l'émission sur France Info à partir de 23h30, mais qui était diffusée également sur France 2, sur RTBF et la RTS, également la radio-télévision suisse, et TV5 Monde, mais qui commençait déjà beaucoup trop tôt, parce que je peux te dire que les 2 premières heures de cette émission, je les ai vues, il se passe absolument rien. À part que tu vois des racistes qui sont appelés en direct chez eux via Skype, et que des mecs qui peuvent pas du tout s'entendre. Enfin, ça permet de comprendre un petit peu la fracture aux États-Unis, mais on la comprenait déjà d'avant. Hein. Mais bon, je suis un petit peu surpris par toute cette soirée électorale. France 2 misait beaucoup là-dessus, et ils ont fait un four. Ça leur a coûté un petit peu bonbon. Samedi, France 2, Boyarland, encore France 2. 1 356 000 téléspectateurs, 6,1% de part de marché, top 5, c'est-à-dire que ça a fini derrière France 5, Échappée belle. Pas de surprise non plus, parce que Fort Boyard, pour moi, je vous le dis tout le temps, Fort Boyard, c'est l'été. Une fois que c'est passé l'été, c'est mort Fort Boyard. On l'a vu, les 2-3 derniers numéros ont fait des pas très bons scores. Boyarland, c'est un peu la version cheap de Fort Boyard, c'est-à-dire que t'as plus le fort, t'as des épreuves un peu à la con, et c'est aussi la version cheap au niveau des invités, parce que je vous invite à voir les invités de cet épisode. Donc, ça se divise en 2 équipes qui font des épreuves. Candice Pascal, Magloire, on est vraiment sur de la toute première jeunesse. Théoura, Terence Tell, je sais même pas qui est Terence Tell, pour tout vous dire, je vais regarder. Un mannequin français, donc oui, vraiment des gens absolument pas connus. Et de l'autre côté, Sylvie Tellier, Clémence Bottineau, je sais pas qui c'est. Ah d'accord, c'est la Miss France 2020. Elle m'a marqué, elle. Et Donald Jacksman, donc qui est quand même un comédien, mais qui n'est pas non plus le mec qui fait du one-man show les plus connus en France. Et Christophe Lemaître, vous savez, le mec qui court, qui fait de l'athlétisme, qui a eu quand même, pour vous signaler, un contrôle antidopage juste après l'émission. Donc, ce qui s'avère être... déjà, tu fais une émission de charité, et en plus, contrôle antidopage, bam, sur une année où il n'y a quasiment pas eu de compétition en athlétisme, joie et bonne humeur. C'est l'équipe de Candice Pascal qui a gagné avec Magloire. Pour vous dire le niveau des 2 équipes, parce que donc Magloire a battu l'équipe où il y avait Christophe Lemaître et Donald Jacksman. J'ai rien contre Magloire, mais au niveau physique, tu mets Donald Jacksman, Christophe Lemaître face à Magloire, tu te dis pas tout de suite, c'est Magloire qui va gagner. Mais oui, bon, c'est assez normal que ça n'ait pas marché quand tu vois les invités, ça peut pas faire un beau score. Et je termine avec dimanche, M6, dossier tabou, c'était sur la police et les banlieues, un sujet apprécié par Bernardo de la Villardière. 1 475 000 téléspectateurs, 6,1% de part de marché, ça fait à peu près le même score que Martin Veil, que fait la police. Il avait fait un épisode. La différence c'est que Martin Veil c'était sur TMC, donc c'était un beau score pour TMC. Pour M6 c'est un mauvais score. Comment vous dire, ça fait 2 ou 3 points de moins. Ça fait 4 points de moins qu'un épisode classique, on va dire, qu'un mauvais épisode de Capital. Ça fait 2 points de moins que le dernier épisode de la semaine dernière de Zone Interdite, qui était un mauvais numéro en termes d'audience. C'est déjà Bernard de la Millardière, donc tu sais que ça va être putaclic, c'est un sujet qui a été fait, refait. Alors il a voulu utiliser un petit peu le truc, c'est-à-dire en interview il disait mais le ministère de l'Intérieur ne voulait pas de notre reportage, il a pas voulu qu'on diffuse le reportage pour dire ah là là ça va dénoncer des choses. J'ai pas vu le documentaire, mais je pense que ça dénonce absolument rien. Et encore une fois, j'avais vu le documentaire de Martin Veil qui était plutôt très bien fichu. Je regarde souvent les documentaires parce que c'est Martin Veil aussi derrière. Et je sais que c'est quelqu'un qui fait du travail de qualité. Là, bon, tu sais que Bernardo de la Villardière, s'il n'y a pas un moment des putes, des prostituées, des vendeurs de drogue ou de l'adultère, des femmes à moitié à poil,
tu sais que tu vas retrouver ça, donc ça donne pas envie, tu sais que tu vas peut-être pas forcément passer un bon moment. Je passe au baromètre Access. On commence avec Quotidien qui a fait une très bonne semaine à plus de 2 millions de téléspectateurs, sauf le vendredi, une petite baisse à 1,7 million, mais c'était quand même mieux que d'habitude pour le vendredi. Bien entendu, moment majeur pour le public de Quotidien, l'élection américaine qui a toujours été un moment très suivi par les équipes de Yann Barthès. Même à l'époque du petit journal et du petit journal version très très courte, donc au moment quand c'était dans le grand journal, l'élection américaine était toujours un moment majeur pour Yann Barthès. Ça reste l'élection américaine, ça reste en plus une élection je vous en parlerai peut-être, je vous ferai peut-être un médialiste sur l'élection américaine, parce que c'est quand même le truc le mieux fichu au monde pour la télévision. Il y a un suspense comme on n'a jamais dans aucune élection. C'est pour ça que ça marche à la télévision et c'est pour ça que les autres pays s'y intéressent énormément. Je continue avec N'oubliez pas les paroles. 4 millions de téléspectateurs à 4,3 millions. C'est une semaine encore excellente pour Nagui. N'oubliez pas les paroles. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est les Masters. C'est vrai que les Masters ça marche toujours un peu mieux que le programme habituel, mais on retrouve quand même des très très bons scores d'avant le confinement. Et je l'avais dit avant le premier confinement. N'oubliez pas les paroles faisait à peu près 4 millions tous les soirs. Et puis il y a eu le confinement et c'était vraiment écroulé en audience. Il y avait eu des rediffusions. Derrière, ils n'avaient pas réussi à remonter la pente jusqu'à cet été. C'était vraiment pas des très très bons scores. Et depuis mi-septembre, ils sont revenus à des niveaux plus acceptables. Demain nous appartient, par contre, pas exceptionnel, le programme de TF1 aux alentours de 3,7 millions. Il n'y a pas eu d'effet locomotive avec Ici tout commence, qui pourtant a fait des bons scores, qui est le spin-off qui diffusait juste avant Demain nous appartient. Il n'y a pas eu d'effet moins, mais il n'y a pas eu d'effet plus, et on s'attendait à ce qu'il y ait une sorte d'effet locomotive. Vous savez, en télévision, quand le programme d'avant fonctionne, souvent le programme d'après fait des bons scores, à part quand c'est Laurent Ruquier, avec On est presque en direct. Il fallait que je le place parce que je l'avais pas mis dans les flops. Et puis je termine avec C'est à vous, stable et haut, comme objectif Top Chef, et puis Hanouna qui est stable, autour du million, ce qui est ça sera ça jusqu'à la fin de l'année pour Hanouna. Peut-être qu'au mois de mai il augmentera un petit peu, il passera à 1,2 million, mais il a commencé à 1,1 million grosso modo lundi, et puis en fin de semaine il a fait 500 000 vendredi comme tous les vendredis. C'est une semaine habituelle pour Cyril Hanouna. Du côté du bilan global, TF1 stable mais faible, toujours en dessous des 20% au niveau d'audience globale sur toute la semaine. France 2, M6 en nette baisse. On a d'un côté comme de l'autre perdu 0,5 points, ce qui fait qu'M6 se retrouve de nouveau à 9 points, ce qui est un petit peu la limite basse pour M6, et France 2 est à 13,5, ce qui est un peu mieux que d'habitude quand même. TMC 3,3 points de pourcentage de part d'audience sur toute la semaine au niveau global, ce qui est une hausse de 0,2%. La semaine dernière, ils avaient déjà eu une hausse de 0,3. De 0,3, voilà, c'est bien ce que je me souviens. Donc, ce qui fait que l'écart avec C8 est désormais de quasiment 1 point d'audience. Il y a quasiment 1% d'écart entre TMC et C8 au niveau de l'audience. Donc, c'est énorme, surtout quand on est à 3,3. Il y a un tiers de gens qui décident d'aller sur TMC plutôt que sur C8, quand on sait que c'est des chaînes qui sont en bagarre un petit peu pour les audiences. Ça fait très mal, et C8 est même derrière W9 désormais. C'est la 3e chaîne de la TNT. Il va falloir un petit peu se remettre en question du côté de C8 et arrêter de faire confiance qu'à Cyril Hanouna. Je pense qu'il va falloir qu'il trouve de nouvelles pépites du côté de chez C8. Et puis je termine avec France 5, légère hausse pour France 5, 3,8% de part de marché sur toute la semaine. Ça reste France 5, C'est à vous fait des bons scores, donc ça leur permet d'augmenter. Le magazine de la santé par contre est à un niveau pas top, mais bon, l'effet Michel Simès, même s'il n'y a plus Michel Simès dans le programme, il y a eu un effet Michel Simès, un effet... on voit trop de médecins aujourd'hui à la télévision, mais voilà, France 5 reste quand même à des taux extrêmement hauts. Et puis ne pas oublier également Échappée belle, par exemple le samedi, qui fait toujours aux alentours d'1 million de téléspectateurs, 1,2 million, voire au-dessus, 1,4 million comme cette semaine. Donc ça permet également à France 5 de faire des très très beaux scores d'audience. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche et à réagir dans les commentaires. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mag Production. Ciao ciao.